La flottabilité. Certains objets, lorsqu'ils sont placés dans un récipient contenant un fluide, coulent. D'autres, au contraire, flottent à la surface ou entre deux eaux. Dans cette vidéo, nous allons examiner le cas des objets qui flottent. Les aspects théoriques seront tout d'abord présentés, puis ils seront illustrés par des expériences quantitatives. De nombreuses vidéos YouTube ont déjà été consacrées à la flottabilité. La majorité d'entre elles ont seulement considéré les aspects théoriques. Quelques-unes ont décrit, mais de façon qualitative, l'aspect expérimental. La flottabilité est gouvernée par la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède π est une force qui agit sur un corps complètement ou partiellement immergé dans un fluide au repos, comme de l'eau, de l'huile ou de l'air. Cette force π est due à la pression du fluide sur le corps. π est dirigé verticalement vers le haut et est égal à l'opposé du poids du volume du fluide déplacé. Considérons le cas d'un objet de volume V. Immergeons cet objet dans un récipient contenant un fluide jusqu'à un niveau initial. Selon sa masse m objet, on observe trois cas. Premier cas, l'objet coule au fond du récipient. Le niveau du fluide monte jusqu'à son niveau final. On constate que le volume du fluide déplacé est égal au volume de l'objet immergé. Deuxième cas, l'objet flotte entre deux eaux. Comme dans le cas précédent, le volume du fluide déplacé est égal au volume de l'objet immergé. Troisième cas, l'objet flotte à la surface du fluide et seule une partie V' de l'objet est immergée. Le volume du fluide déplacé est plus faible que dans les deux cas précédents et il est égal au volume V' de la partie immergée de l'objet. Nous avons indiqué précédemment que la poussée d'Archimède est dirigée verticalement vers le haut et est égale à l'opposé du poids du volume du fluide déplacé. Dans le cas de la gravitation terrestre, le poids est relié à la masse par la relation P égale mg. G étant l'accélération de la pesanteur. C'est un vecteur dirigé verticalement vers le bas. Dans notre cas, le poids du volume du fluide déplacé est donc égal à la masse du volume du fluide déplacé multiplié par G. Si l'on considère la masse volumique ρ, qui est égale à la masse divisée par le volume, on obtient la masse du volume du fluide déplacé est égale à la masse volumique du fluide multipliée par le volume du fluide déplacé. On obtient finalement la poussée d'Archimède π est égale à moins la masse volumique du fluide multipliée par le volume du fluide déplacé multiplié par G. La poussée d'Archimède π et le poids du volume du fluide déplacé s'expriment en newtons. La masse du volume du fluide déplacé s'exprime en kilogrammes et l'accélération de la pesanteur, petit g, est égale à 9,81 newtons par kilogramme. Pour le premier et le deuxième cas, le volume du fluide déplacé est égal au volume de l'objet immergé. On peut donc écrire que la poussée d'Archimède est égale à moins la masse volumique du fluide multiplié par le volume de l'objet multiplié par G. Lorsque l'objet flotte, dans le troisième cas, le volume du fluide déplacé est égal au volume V' de la partie de l'objet qui est immergée. La poussée d'Archimède correspondante est égale à moins la masse volumique du fluide multiplié par le volume V' de l'objet multiplié par G. On obtient donc deux formules pour la poussée d'Archimède selon que l'objet est complètement immergé ou partiellement immergé. Ces formules montrent que la poussée d'Archimède π ne dépend que du volume de l'objet entièrement ou partiellement immergé. La masse de l'objet n'intervient pas. Quel est le critère de flottabilité? L'objet
de volume V et de masse m est soumis à deux forces. Son poids, P égale masse de l'objet multiplié par G, dirigé verticalement vers le bas, et la poussée d'Archimède π, dirigée verticalement vers le haut. L'objet coule si la norme du vecteur P est supérieure à la norme du vecteur π. L'objet flotte entre deux eaux ou à la surface du fluide si les normes des vecteurs P et π sont égales. Lorsque l'objet coule, on peut écrire que la masse de l'objet multipliée par G est supérieure à la masse volumique du fluide multipliée par le volume de l'objet multiplié par G. En éliminant G situé des deux côtés de l'inéquation et en faisant intervenir la masse volumique de l'objet, on peut écrire que la masse volumique de l'objet multipliée par le volume de l'objet est supérieure à la masse volumique du fluide multipliée par le volume de l'objet. Soit finalement, la masse volumique de l'objet est supérieure à la masse volumique du fluide. De la même façon, on obtient dans le deuxième cas la masse volumique de l'objet est égale à la masse volumique du fluide. Le troisième cas est légèrement différent car il fait intervenir le volume V' de la partie immergée de l'objet. On a donc m objet multiplié par G est égal à ρ fluide multiplié par V' objet multiplié par G. Soit ρ objet multiplié par V objet est égal à ρ fluide multiplié par V' objet. Par conséquent, ρ objet divisé par ρ fluide est égal à V' objet divisé par V objet. Comme le volume V' de la partie immergée de l'objet est inférieur au volume V de l'objet, V' objet divisé par V objet est inférieur à 1. Et finalement, on obtient la masse volumique de l'objet est inférieure à la masse volumique du fluide. En conclusion, la flottabilité de l'objet dépend des valeurs respectives de la masse volumique de l'objet et de la masse volumique du fluide. On parle de flottabilité négative lorsque l'objet coule, de flottabilité neutre lorsque l'objet flotte entre deux eaux et de flottabilité positive lorsque l'objet flotte à la surface du fluide. Remarque, la poussée d'Archimède π se produit avec tous les fluides, y compris l'air. Cependant, la masse volumique de l'air est très faible, 1,2 kg par mètre cube, comparée à 1000 kg par mètre cube pour la masse volumique de l'eau. La poussée d'Archimède dans l'air est négligeable et dans la plupart des cas, elle n'est pas considérée. Si le fluide est l'eau, on peut considérer la densité. La densité d'un objet est égale à la masse volumique de cet objet divisée par la masse volumique de l'eau. Cette densité est sans dimension. Dans ce cas, l'objet coule si sa densité est supérieure à 1, il flotte entre deux eaux si sa densité est égale à 1, et il flotte à la surface de l'eau si sa densité est inférieure à 1. Dans cette vidéo, nous ne considérerons que la flottabilité neutre et la flottabilité positive. Pour étudier expérimentalement la flottabilité positive et neutre d'objets dans l'eau, on peut considérer deux types d'objets, des objets massifs ayant une masse volumique inférieure à la masse volumique de l'eau. C'est le cas d'objets en bois, en plastique, en glace. Des objets non massifs faits d'un matériau de masse volumique supérieure à la masse volumique de l'eau, mais dont la masse volumique globale est inférieure à la masse volumique de l'eau. C'est le cas de sphères creuses en métal, de la coque en acier de bateau. On peut aussi considérer deux types de formes d'objets. Des objets de forme simple, comme un cube, un parallélépipède, un cylindre fermé, une sphère. Ces objets permettent de mesurer facilement et précisément le volume de l'objet
et le volume immergé de l'objet V'. Et des objets de forme quelconque, comme un glaçon, un iceberg, un bateau. Dans ce cas, on peut mesurer le volume d'eau déplacé avec la méthode utilisée par Archimède en plongeant l'objet dans un récipient rempli à ras-bord et en mesurant ou pesant le volume d'eau qui a débordé. On peut aussi utiliser des récipients spéciaux à débordement. Les mesures sont généralement plus délicates et moins précises qu'avec les objets de forme simple. Nous avons examiné 3 objets ayant des formes simples et des masses volumiques ρ inférieures à la masse volumique de l'eau. Ces objets vont donc flotter à la surface de l'eau et les mesures seront précises. Le premier objet est un parallélépipède en bois massif. Sa masse est de 46,50 grammes. Son volume est égal à la longueur A multipliée par la largeur B multipliée par la hauteur C est égal à 109 824 mm3, soit une masse volumique ρ de 423 kg par mètre cube. Le second objet est un cylindre creux à base fermée. Il a un diamètre petit d de 80 mm et une hauteur petit c de 100 mm. Il est en acier dont la masse volumique est de 7850 kg par mètre cube, bien supérieure à la masse volumique de l'eau. Il devrait donc couler. Mais comme cet objet est creux et non massif, sa masse n'est que de 226,53 grammes, alors que son volume V est important. Ce volume V, qui est égal à la surface de la base du cylindre petit s multiplié par la hauteur petit c, vaut 502 654 mm3. En conséquence, la masse volumique du cylindre est de 451 kg par mètre cube, au lieu de 7850 kg par mètre cube si le cylindre était massif. Il va donc flotter. Nous avons choisi ce type d'objet parce qu'il permet d'illustrer de façon simple la flottabilité d'objets creux, comme par exemple la coque d'un bateau. Le troisième objet est une sphère creuse en plastique transparent, ayant un rayon petit r de 35 mm et une masse petit m de 18,06 grammes. Son volume, donné par la formule petit v égale 4/4 de πr au cube, est égal à 179 594 mm3. Sa masse volumique est donc de 100,5 kg par mètre cube. Les 2 premiers objets serviront à illustrer la flottabilité positive et la sphère en plastique transparent la flottabilité neutre. Nous avons rencontré une difficulté expérimentale. Pour des raisons de mauvais équilibrage ou de centre de gravité situé au-dessus du niveau de l'eau, une difficulté se produit lorsque l'on plonge le parallépipède de bois ou le cylindre d'acier dans le récipient contenant de l'eau. Ces 2 objets prennent des positions qui ne permettent pas de mesurer le volume immergé V'. Pour remédier à cette difficulté, les objets sont fixés à une petite tige qui coulisse avec le moins de frottement possible dans un tube vertical. De cette façon, les objets adoptent une position qui permet de faire des mesures précises du volume immergé V'. En réalité, nous n'allons pas mesurer directement le volume immergé V', mais une grandeur corrélée, plus facile à mesurer, la profondeur d'immersion petit h. Pour ce faire, une échelle graduée en millimètres est placée sur les 2 objets. Commençons par le parallélépipède de bois. Lorsqu'on l'immerge dans les récipients contenant de l'eau, on observe une profondeur d'immersion H d'environ 15 mm. Pour interpréter ce résultat, considérons ce schéma qui représente le parallélépipède de bois partiellement immergé dans le liquide. Soit petit a, petit b et petit c, les côtés du parallélépipède,
grand S égale à B la surface de la base AB et petit h la profondeur d'immersion. Le volume V' de la partie immergée du parallélépipède est donc égal à grand S fois petit h. À l'équilibre, la norme du poids de l'objet P est égale à la norme de la poussée d'Archimède π. On peut donc écrire M objet multiplié par G est égal à ρ fluide multiplié par V' objet multiplié par G. Après élimination de G, on a V' objet est égal à M objet divisé par ρ fluide. Soit encore, grand S petit h est égal à M objet divisé par ρ fluide. On obtient finalement la profondeur d'immersion petit h est égale à la masse de l'objet divisé par grand S et divisé par la masse volumique du fluide. L'application numérique conduit à une valeur petit h de 16 mm, plus ou moins 1 mm, en parfait accord avec la valeur observée expérimentalement. Poursuivons avec le cas du cylindre fermé. Immergeons-le. Une profondeur d'immersion petit h de 50 mm est observée. Comme l'indique ce schéma, le cylindre à base fermée est caractérisé par son rayon petit r et par sa hauteur petit c. La surface de la base, grand S, est égale à πr2. Le volume immergé, V' objet, est égal à grand S multiplié par la profondeur d'immersion petit h. À l'équilibre, P égale π, soit M objet fois G est égal à ρ fluide multiplié par V' objet multiplié par G. V' objet est égal à M objet divisé par ρ fluide. Soit grand S petit h est égal à M objet divisé par ρ fluide. Et on obtient finalement, pour la profondeur d'immersion, petit h égale à M objet divisé par grand S et par ρ fluide. L'application numérique conduit à une profondeur d'immersion de 49, plus ou moins 1 mm, en plein accord avec la valeur expérimentale. Pour compléter ces résultats, nous avons ajouté à l'intérieur du cylindre des masses de 50 g, 200 g et 250 g. Pour un ajout de 50 g, la profondeur d'immersion atteint 60 mm en accord avec la valeur calculée. Pour un ajout de 100 g, la profondeur d'immersion atteint 70 mm également en accord avec la valeur calculée. Enfin, pour un ajout de 150 g, on observe une profondeur d'immersion de 80 mm en accord avec le calcul. Ces expériences permettent de comprendre le comportement d'un bateau vide ou chargé. Un porte-container, par exemple, qui voit sa ligne de flottaison modifiée en fonction du nombre de containers chargés. Considérons maintenant la flottabilité neutre. Rappelons que dans ce cas, l'objet flotte entre deux eaux parce que sa masse volumique est égale à la masse volumique de l'eau. Pour illustrer la flottabilité neutre, nous avons utilisé la sphère creuse en plastique transparent décrite précédemment. Cette sphère est constituée de deux hémisphères séparables qui permettent d'ajouter à l'intérieur de la sphère différentes masses. De cette façon, on peut modifier la masse totale et donc la masse volumique de la sphère. Nous avons recherché expérimentalement la valeur de la masse ajoutée qui permet à la sphère de flotter entre deux eaux. Nous présentons maintenant le résultat de 3 expériences. Pour un ajout de 162 g, la masse totale est de 180,06 g
et la masse volumique de 1002 kg par mètre cube. La sphère coule. Pour un ajout de 160 g, la masse totale est de 178,06 g et la masse volumique de 991 kg par mètre cube. La sphère flotte. Enfin, pour un ajout de 161,04 g, une masse totale de 179,10 g et une masse volumique de 997 kg par mètre cube, nous avons constaté que la sphère flotte entre deux eaux. Deux remarques. On constate que la flottabilité neutre se produit pour une valeur très précise de la masse totale de la sphère, en l'occurrence 161,04 g. Dans notre cas, cette flottabilité se produit pour une masse volumique de la sphère de 997 kg par mètre cube, légèrement inférieure à la masse volumique de l'eau, qui est égale à 1000 kg par mètre cube. Plusieurs paramètres pourraient expliquer cette très légère différence. Au niveau de la sphère, les masses ne sont pas mises en cause car elles sont mesurées avec une grande précision de l'ordre du centième de gramme. Par contre, le volume est basé sur la mesure du rayon et cette mesure est moins précise que celle de la masse. Au niveau de l'eau, la masse volumique de l'eau pure est certes de 1000 kg par mètre cube, mais seulement si l'eau se trouve à la température de 3,8 degrés. Or, nos expériences sont faites à environ 20 degrés. La masse volumique de l'eau est alors de 998,16 kg par mètre cube. On se rapproche alors beaucoup de notre valeur expérimentale de 997 kg par mètre cube. Enfin, l'eau du robinet, utilisée pour les expériences, n'est pas parfaitement pure. Pour compléter, quelques exemples de flottabilité neutre. La flottabilité neutre est très présente dans les mers, avec les poissons, avec les sous-marins, avec les plongeurs. Selon la température, la pression et la salinité, la masse volumique de l'eau de mer est plus importante que celle de l'eau pure et se situe entre 1025 et 1070 kg par mètre cube. Dans l'air, on peut observer une flottabilité neutre dans le cas d'un vol stationnaire d'une montgolfière. Plusieurs applications utilisent le principe de flottabilité neutre. Nous allons en décrire trois. Le thermomètre de Galilée, la lampe à lave et le ludion. Les deux premières applications utilisent l'effet de la température pour obtenir la flottabilité neutre. Par contre, la troisième application utilise l'effet de la pression. Le thermomètre de Galilée est nommé ainsi en l'honneur de Galilée, mais il a été inventé par les membres de l'Accademia del Cimento de Florence, qui incluaient des disciples de Galilée comme Torricelli, l'inventeur du baromètre à mercure, et Viviani. C'est un thermomètre, donc il sert à mesurer la température ambiante. Son fonctionnement fait appel à la flottabilité neutre. Il est constitué d'un tube scellé transparent contenant un liquide dont la masse volumique varie avec la température, et de petites ampoules en verre. Chacune d'elles contient un liquide coloré et une indication de température. Leur masse volumique est étalonnée de façon à ce qu'elle soit égale à la masse volumique du liquide présent dans le tube scellé à cette température. Par exemple, pour une température ambiante de 24 degrés, l'ampoule portant l'indication 24 degrés C flotte entre deux eaux car sa flottabilité est neutre. Les autres ampoules ont une masse volumique supérieure au liquide du tube scellé, elles ont une flottabilité négative et coulent. Si la température ambiante baisse, par exemple jusqu'à 22 degrés C, l'ampoule
portant l'indication 22 degrés C flotte entre deux eaux. L'ampoule 24 degrés C a une flottabilité positive et monte. Le thermomètre fonctionne bien parce que la flottabilité neutre est sensible à une très faible variation de masse volumique. Voir notre expérience réalisée avec la sphère en plastique transparent. La lampe à lave est un objet décoratif inventé en 1963 par le Britannique Edward Craven Walker. Elle est constituée d'un tube scellé transparent contenant un liquide. Le bas du tube est chauffé à l'aide d'une lampe. Dans ce liquide se trouve de la cire ayant une masse volumique proche de celle du liquide. Au bas du tube, la cire s'échauffe, sa masse volumique diminue et devient inférieure à celle du liquide. Une bulle de cire se forme et monte dans le tube. Arrivé au sommet du tube, où la température est plus basse, la bulle se refroidit. Sa masse volumique devient supérieure à celle du liquide et elle redescend. Le processus se reproduit en permanence. Le Ludion est un jouet scientifique constitué d'un petit personnage ludique en verre creux. Son volume intérieur, rempli d'air, est en contact avec l'extérieur grâce à un petit orifice. Il a une masse volumique très légèrement inférieure à la masse volumique de l'eau et il va donc flotter lorsqu'il est placé dans un récipient contenant de l'eau. Il est lesté de façon à se tenir verticalement. Le but de l'expérience consiste à placer le Ludion dans un récipient fermé presque entièrement rempli d'eau. Par exemple, une bouteille fermée hermétiquement par un bouchon en caoutchouc. L'eau n'étant pas compressible, si l'on applique une pression sur ce bouchon, de l'eau va s'introduire dans le Ludion par le petit orifice et comprimer l'air qui s'y trouve et modifier ainsi la masse volumique du Ludion. Selon la pression, plus ou moins d'eau va s'introduire dans le Ludion et on obtient ainsi une flottabilité neutre, le Ludion flotte entre deux eaux, une flottabilité négative, le Ludion coule. Si on relâche la pression, le Ludion remonte. On peut ainsi faire monter ou descendre à volonté le Ludion. Et pour terminer, une expérience amusante de flottabilité neutre avec un œuf. Si l'on plonge un œuf cru dans de l'eau pure, l'œuf coule. Il a donc une masse volumique supérieure à celle de l'eau. Si l'on ajoute petit à petit du chlorure de sodium, on peut, pour une certaine quantité de sel ajouté, faire flotter l'œuf entre deux eaux. Il a une flottabilité neutre. L'eau salée a alors une masse volumique supérieure à celle de l'eau pure et égale à la masse volumique de l'œuf. Pour information, la masse volumique d'un œuf cru est d'environ 1060 kg par mètre cube. Dans cette expérience, on ne joue pas, comme dans toutes les expériences précédentes, sur la masse volumique de l'objet, mais sur la masse volumique du fluide. Nous avons présenté dans cette vidéo quelques expériences quantitatives permettant d'illustrer les flottabilités positives et neutres d'objets massifs et non massifs. Nous espérons que ces expériences vous aideront à comprendre pourquoi un navire très lourd flotte à la surface de l'eau, un sous-marin ou un plongeur flotte entre deux eaux et une montgolfière est stationnaire dans l'air. Le phénomène de flottabilité est lié à la poussée d'Archimède, découverte et étudiée par ce grand scientifique à Syracuse 2 siècles avant Jésus-Christ.